Je voulais commencer par vous poser cette question. Vous vous êtes lancé dans cette œuvre, dans cette enquête, à un moment où c'était pas du tout bien pensant. Donc tout ce qui touchait déjà, on l'a vu tout à l'heure, dans tout ce qui touchait déjà la Covid, on voyait qu'il y avait une machine de propagande colossale. Et vous, qu'est-ce qui vous a dit, tiens, je vais mettre mon nez là-dedans, je vais enquêter là-dessus? Et donc, quelle était la porte d'entrée de cette enquête, qui est vraiment une... En plus, il y a eu un complément, mais c'est une enquête. C'est on voit tel jour à tel hôtel, il y a un tel qui descend, qui rentre contre un tel, qui est l'ancien de tel truc. Enfin, c'est fabuleux. Donc, quelle était la porte d'entrée? Quel était le déclic? Alors, il n'y a pas eu de déclic. Aucun déclic. Il faut que je me rapproche du micro, là. Merci. On a eu en fait une discussion avec Pierre Chobadovi, qui était un ancien journaliste. On était basés tous les deux à Los Angeles, donc on se connaissait, on avait déjà travaillé ensemble. Donc on était tous les deux, on travaillait à Los Angeles, donc on se connaissait. Et suite au discours où on nous annonçait que nous étions en guerre avec Macron, on était un peu choqués quand même par ses propos, et Pierre m'a dit, mais tu sais, il faudrait quand même regarder un peu ce qui se passe, parce que là, ça devient un peu brutal, quoi. Donc, il m'a proposé donc de démarrer. J'avais proposé de faire un roman, une espèce de roman fiction, mais en même temps avec des faits réels. Et il m'a dit, non, pas de roman, juste une vraie enquête. J'ai dit, bon, bah, ok. Et voilà, c'est parti comme ça. Donc, il y avait plusieurs éléments qui m'avaient interpellé à l'époque. Le premier, c'était un très bon livre qui était sorti sur l'espionnage chinois. Alors, c'était un journaliste, je crois, qui travaillait pour Challenge, me semble-t-il, et qui avait fait une très très belle enquête sur l'espionnage chinois. Et il parlait, il y avait tout un chapitre sur le P4 de Wuhan. Donc, le gars était parti là-bas, avait rencontré les responsables du labo. Et ça m'avait intéressé parce que j'ai resitué, si vous voulez, son chapitre dans les faits actuels de l'époque. Et je me suis dit, c'est intéressant parce que le type est parti là-bas, et ça, il y a des éléments qui m'ont déjà interpellé. Et voilà, et j'ai commencé à travailler sur le P4, et puis de fil en aiguille, plus j'avançais dans l'enquête et plus je trouvais des choses. Et le bouquin qui a réellement démarré au mois de mars, on est en 2020, donc le mois de mars 2020, je devais rendre le manuscrit, je pense que c'était en juin ou juillet, et chaque fois qu'il m'appelait, je dis non mais attends, j'ai pas fini, il y a encore des trucs. Et on a traîné, enfin on a avancé, on a traîné jusqu'au mois de janvier 2021. Donc on a bouclé le livre en 21. Et c'est vrai que c'est une enquête qui était assez passionnante, où il y a plein d'éléments qui venaient en contradiction avec ce qu'on nous disait à la télévision et ce que nous annonçait tout ça. Enfin, ce que disait aussi Claude. Il y a des choses qui étaient quand même assez hallucinantes, quoi. Le nombre de morts, par exemple, c'était un truc assez étonnant. Ouais, effectivement, alors je dis pour ceux qui n'ont pas lu le livre, on démarre avec la liste des meurtres. Ce sont des assassinats. Donc des personnes impliquées dans le plan sont assassinées avec la date, le nom, etc. On entre dans le dur là. Je vais peut-être continuer là sur. Alors un petit élément, peut-être c'est pas un détail, mais j'ai découvert, parmi d'autres choses, dans le premier tome, je crois, ce que vous appelez le club Dolder. Personne n'en parle. Et on a l'impression que c'est quelque chose qui est aussi puissant que le Forum économique et mondial. Et c'est quoi ce truc? Pourquoi est-ce si discret alors que c'est aussi puissant? C'est en avant-garde la question, médicale. je vais offrir la réponse à Claude, qui est peut-être mieux placé, puisqu'il a fait son bouquin, et je pense qu'il a repris quand même des éléments. Ah oui, vous en parlez aussi. Oui. D'accord. Bah écoutez, le Dolder Club a été fondé, déjà, c'est pas nouveau, hein. Ça a été fondé très exactement en 1970. C'est parce que dans mon livre, je fais une chronologie, en fait, puisque toutes les sociétés secrètes discrètes, au choix, se sont créées à partir de la fin du 19e siècle. Donc le club Dolder a été créé pour la première fois en 1970. Et pourquoi le nom de Dolder? Parce qu'en fait, ce sont les grands PDG des laboratoires pharmaceutiques qui se sont réunis pour la première fois
à l'hôtel Dolder à Zurich, qui est un palace. Et c'est pour ça que ça s'est appelé le Dolder Club. Alors, ces gens-là, les grands PDG, se réunissent tous les 3-4 ans. Secret. On n'arrive vraiment pas à savoir ce qui s'y passe, vraiment. On sait qu'ils se montrent très certainement leur dernière Ferrari ou Lamborghini parce qu'ils aiment bien entendu. Non, mais là, je plaisante, mais presque pas. Mais en revanche, ils discutent bien évidemment du plan sanitaire et du plan de la santé mondiale. Voilà. Donc voilà, après l'explication du Dolder, donc ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de, je crois que c'était au mois de juillet 2019, donc pratiquement une année avant le démarrage de la crise Covid, il y a le club Dolder donc, qui se réunit à Paris, au club des officiers, enfin, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est ça. Et évidemment, c'est complètement fermé à la presse. Et il y a une petite dépêche qui sort qu'on a retrouvée et qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. Et ce qui était très étonnant, c'est que les participants du club Dolder ont été invités, alors qu'ils n'étaient pas du tout prévus sur l'agenda du président. Ils ont été invités à l'Élysée, etc., etc. Donc là, on est en juillet. Ils ont été une fois invités, puis ils se sont revus encore une fois après. Et très bizarrement, d'ailleurs, en octobre 2019, donc bien avant la crise Covid, on a une augmentation. C'est intéressant, vous regardez Boursorama ou n'importe quel site de bourse en ligne, et vous regardez, vous piochez les comment dirais-je, les firmes pharmaceutiques, et on voit qu'il y a une augmentation sans raison d'ailleurs, hein, des cours de ces labos. Alors pas tous, mais bon, on retrouve les grands acteurs de la crise Covid. Alors, Monsieur Aymard, dans votre dernier ouvrage, Les dossiers dangereux, vous dites concernant la liste de ceux qui ont orchestré cette crise mondiale du Covid, je cite, « Il s'agit juste d'une poignée de personnes évoluant dans un monde ultra clos, confidentiel, protégé par des clauses radicales de respect absolu du secret. » Est-ce que vous pensez au Knightbright, cette franc-maçonnerie au-delà du 33e degré, et de Klaus Schwab, qui fut membre du conseil d'administration du Bilderberg? Écoutez, alors là, on passe on passe du premier livre au deuxième. Sur le second livre, il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés, et notamment ce que vous me dites. Alors, je l'ai plus en tête parce que je travaille honnêtement, hein, je travaille sur un autre livre en ce moment, donc j'ai vraiment l'esprit un petit peu détourné de ça. Il faudrait que je reprenne exactement la page où vous le citiez. Je reviendrai dessus si vous le permettez un petit peu. Oui, bien sûr. Voilà. C'est un peu pointu comme question. C'est ce que je redoutais est arrivé. Et c'est pas fini. Voyez-vous dans ces injections expérilétales, comme je les appelle, un rapport avec les Georgia Guidestone détruites en juillet 2022, sur lesquelles il était gravé que la population mondiale devait être ramenée à 500 millions d'habitants. Ce qui inquiète de façon obsessionnelle un Nicolas Sarkozy ou un Killgate, comme je l'appelle aussi, cette humanité grandissante. Alors, les injections, il y a deux choses. Moi, je pense honnêtement que ce vaccin, si vous voulez, ça a été avant tout une pompe à fric. C'est-à-dire que il faut savoir que ce vaccin, qui reste un vaccin expérimental, hein, je pense donc pour le Pfizer, les vaccins en règle générale ont des phases à suivre, hein. C'est des phases de développement qui sont extrêmement pointues et très précis. Donc vous avez une phase 1, une phase 2, une phase 3. Et avant que ces vaccins, normalement, finissent ces 3 phases, ils ne peuvent pas être mis sur le marché. On n'a pas le droit d'injecter une personne avec un produit qui n'a pas terminé tous ses tests. Et en fait, vous avez toute une série d'éléments qui vont faire qu'on va passer outre ces 3 phases. Et la première règle pour la FDA, c'est que, et c'est la loi, ils n'ont pas le droit d'autoriser une mise sur le marché, même temporaire, si le vaccin n'a pas fait ces 3 phases. En cas d'urgence, il faut absolument qu'il n'y ait aucun médicament qui puisse soigner une maladie pour laquelle le vaccin est développé. C'est-à-dire que, et c'est la raison, si vous voulez, pour laquelle
Il y a une lutte extrêmement importante contre l'hydroxychloroquine, contre l'ivermectine, contre l'azithromycine, etc. Vous avez toute une liste de médicaments qui ont été interdites, où il y a des campagnes de presse et des campagnes contre ces médicaments, alors qu'on savait qu'ils étaient efficaces. Il y a eu des études qui ont été faites qui prouvaient que c'était efficace. Eh bien, on a interdit ces médicaments parce qu'on a dit, bon, et finalement, il n'y a rien qui soigne le Covid, donc on va injecter, on va autoriser le vaccin pour soigner cette maladie. Et c'est un petit peu la raison, si vous voulez, tout ce qui s'est passé autour de ces médicaments. On les a mis vraiment sur la liste des choses qu'il fallait absolument pas ni prendre, ni on les a interdits en France. Mais imaginez-vous, c'est la première fois qu'on... Pour moi, j'étais aussi malade comme probablement vous tous, et on nous interdit de prendre un médicament. C'est-à-dire que vous appelez le médecin et il vous dit vous prenez un cachet d'aspirine, ça va pas, vous allez à l'hôpital. Heureusement, j'avais un peu travaillé sur le livre et voilà, j'ai eu un autre médecin qui m'a dit tu vas aller à cette pharmacie-là, et je vais lui parler. Donc effectivement, j'étais dans la pharmacie, il m'a donné un médicament qui était interdit et j'ai été soigné en 3-4 jours. C'était fini. Donc c'est quand même assez ahurissant. Donc c'est vraiment, je pense, quelque chose derrière. On a fait un produit qui était avec le rôle premier de ce vaccin. Pour moi, c'est mon opinion, je suis pas médecin, mais mon opinion, c'est on a fait un produit qui était là pour générer de l'argent. Voilà, c'est ce que je pense. Avant tout, avant les problèmes de dépopulation et autres. Je vais me permettre de garder encore un peu le micro parce que du coup, j'avais une question qui était dans les dernières et qui concerne justement la chloroquine. Concernant la chloroquine, découverte allemande, j'avais donc formulé ma question. Ne trouvez-vous pas étrange qu'elle ait été déclarée vénéneuse par Buzyn quand on sait qu'elle a été synthétisée en 1934 par Hans Andersag, chimiste allemand, à savoir qu'Andreas Noack, lui aussi chimiste autrichien, donc germain, a été assassiné pour avoir alerté sur l'hydroxyde de graphène. Alors, l'hydroxychloroquine ou la chloroquine, ce sont des molécules assez intéressantes qui ont été utilisées par des millions et des millions de gens et qui soignaient réellement. C'est un antiviral assez puissant qui fonctionnait et qui continue à fonctionner. Et c'est vrai que par rapport à cette campagne anti-chloroquine, on a eu des choses assez étonnantes. Et justement, dans le premier livre, j'ouvre l'enquête sur la chloroquine avec ce couple canadien qui a été assassiné. Quand même, c'est incroyable. Le type, ils se font assassiner parce qu'ils font ce produit, ils mettent sur le marché c'est le même produit sous un autre nom, mais ça reste de la chloroquine, et le couple se retrouve assassiné alors qu'il n'y avait aucune raison qu'il le soit. Et puis quelques mois plus tard, c'est une usine qui va sauter, je crois que c'est aux Philippines, ils font péter une usine de chloroquine. En France, pendant les grandes vacances, on ferme près de Lyon encore une usine qui fabriquait de la chloroquine. Donc si vous voulez, à un moment donné, c'est vrai qu'on peut commencer à dire ouais, je pense qu'il y avait un plan, il y avait quelque chose qui était programmé. Je rebondis là-dessus, ça tombe bien, et je voudrais aller en Chine. Alors, je veux dire pourquoi. Parce qu'en fait, après la lecture de vos 2 livres, je ne sais pas très bien quel est le rôle entre la Chine et les États-Unis. Alors, je lis par exemple dans le 2e tome, je lis puisque les Américains sont main dans la main avec les Chinois, le tout financé en sous-main par Washington. Dans le 2e tome aussi, vous écrivez que l'armée chinoise est corrompue par Bill Gates. Les militaires chinois, donc j'écris pas qu'elle est corrompue, je dis qu'elle est financée. Elle est main dans la main ou financée par Bill Gates. Oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est intéressant de regarder, si vous avez en Chine, vous avez quand même des flux. Il y a 2 choses. Il y a le gouvernement, donc la partie politique de la Chine. Donc les grands décideurs, c'est ceux qui vont diriger le pays. Et puis à côté de ça, vous avez des grandes entreprises,
bon, comme il y a beaucoup de laboratoires et de pharmaceutiques, il y a aussi de l'armement, il y a de l'aviation, enfin voilà, il y a des tas d'industries. Et si vous voulez, dans les industries pharmaceutiques, Moderna est implanté en Chine. Bill Gates est implanté en Chine depuis très longtemps. J'en parle dans le livre aussi. Et évidemment, il va construire des ponts financiers. Et en fait, les rapports qu'il va y avoir entre les États-Unis et la Chine se font de manière, j'allais dire, un petit peu loin du pouvoir politique. C'est-à-dire que le politique n'a pas vraiment un accès sur ce qui se fait entre les Chinois et les Américains. Ils regardent, ils peuvent contrôler, bien évidemment. À un moment donné, si vous voulez, dans le labo qui est financé par la fondation Bill Gates, il y a deux choses qui sont très importantes. C'est d'abord, on s'étonne qu'effectivement l'armée chinoise est partie prenante de ce laboratoire, où collaborent des gens de Moderna, et qui sont en plus financés par la fondation Bill Gates. Mais c'est normal. C'est normal parce que on fait des travaux sur les virus, et n'importe quelle armée du monde est intéressée par ce qui se passe avec les virus. Donc ce sont des choses qui touchent de près ou de loin la défense ou l'attaque, ça dépend dans quel sens on le prend, mais en tous les cas, à partir du moment où vous travaillez sur un virus qui peut être potentiellement devenir une arme biologique, il est évident que les armées sont intéressées. Tout comme l'armée américaine finance et travaille avec des labos P4 aux États-Unis. De la même manière, si vous voulez, les laboratoires chinois sont de toute façon contrôlés ou sous contrôle de l'armée. Je vais rajouter une petite chose. Il faut comprendre qu'en Chine, voilà, c'est complètement différent de notre pays ou de nos petits pays. On ne gère pas un pays qui fait 1,8 milliard d'habitants comme on va gérer, bien entendu, un pays comme le Danemark qui fait 4 millions ou un pays même comme la France où nous sommes 66 millions. Comme l'a dit tout à fait Philippe, il y a le pouvoir central chinois. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un pays un peu comme aux États-Unis, c'est comme la Russie d'ailleurs, c'est fédéral. Ça veut dire que ce sont des pays, ce sont des États qui sont plus ou moins indépendants, sous, bien entendu, direction d'un pouvoir central. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la province de Wuhan est très occidentalisée, c'est-à-dire est très pro-américaine. C'est-à-dire que n'obéit pas forcément aux directives du pouvoir central chinois. Comme par hasard, ce virus est apparu. Enfin, d'après ce qu'on a pu chercher avec mon ami Jean-Loup et tout, parce que c'est un peu compliqué d'avoir vraiment des rapports officiels, il y a eu effectivement le fameux laboratoire US Fort Detrick aux USA, qui a été fermé d'ailleurs très vite pour des raisons sanitaires et de sécurité. Ils auraient donc bidouillé cette espèce de virus. Bidouillé ou créé, on n'a pas réussi à le savoir vraiment. Et ils auraient bien entendu vaporisé ce virus sur... Rappelez-vous, à l'époque, il y a eu des Jeux olympiques paramilitaires en Chine qui se passaient à Wuhan. Donc, ces athlètes paramilitaires américains sont arrivés à Wuhan en Chine. Et comme le disait Philippe, il y a un laboratoire P4 en Chine. Donc, il y a eu des liaisons entre Fort Detrick aux USA, qui est un laboratoire P4, et le laboratoire P4 de Wuhan, très certainement. Ajoutons à cela, c'est moins connu du public, et c'est pour ça que je vais en parler. Après, je vais repasser le micro à Philippe. Il y a un autre laboratoire biologique tout près du laboratoire P4 à Wuhan en Chine, qui a été créé et financé par George Soros. C'est très intéressant parce que ce laboratoire de haute sécurité, vous n'en entendez jamais parler. Je ne me rappelle plus l'adresse de la rue, mais le numéro est intéressant. Il est au numéro 666 de la rue je ne sais quoi, à Wuhan en Chine, et ça c'est réel ce que je vous dis. C'est intéressant quand même, hein. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas si simple. Il y a beaucoup trop de laboratoires ultra secrets P4. Rien qu'en Ukraine, je ne sais pas si vous le savez, il y en a 33 des laboratoires P4. 33 pour un petit pays comme l'Ukraine, sous contrôle américain, bien sûr. Donc, je veux dire, on n'est pas au bout de nos surprises et de nos peines concernant tout le domaine bidouillage des virus et des bactéries. Voilà, je repasse le micro à Philippe. Merci. Alors,
Non, en fait, ce laboratoire dont je parle dans le livre, c'est un laboratoire. Donc lui, il n'est pas à Wuhan, hein, il se trouve à une trentaine de kilomètres des grottes de Chine, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, j'ai oublié le nom. C'est un laboratoire qui est très important puisqu'ils font justement de la recherche sur les virus, et il se trouve seulement à 30 km des grottes où on a découvert les chauves-souris porteurs du fameux virus, coronavirus, etc. Donc si vous voulez, on a une proximité réelle entre le lieu où se trouve le lieu endémique, hein, où se trouve vraiment les virus, qui est d'ailleurs complètement bloqué. Maintenant, on n'a plus le droit d'y aller. Et ce laboratoire, évidemment, il y a eu des collectes de virus qui ont été faites depuis ces grottes et qui sont partis parce que la chauve-souris, elle est minuscule, hein, elle est toute petite et elle ne peut pas physiquement se déplacer dans le pays. Donc, elle va se déplacer sur un rayon peut-être d'une cinquantaine de kilomètres, mais c'est tout, ça va rester là. Et donc, voilà, on nous a fait, on nous a dit il y avait du pangolin, on nous a dit je sais plus quoi, enfin bon, mais en fait ce qu'il faut vraiment chercher, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui est intéressant, c'est de regarder, c'est voir où ce virus a été travaillé, où il a été prélevé, et ensuite comment il s'est déplacé. Bah, évidemment c'est les facteurs humains, hein, on a travaillé sur Wuhan parce que Wuhan, vous avez Zheng Liqi, donc la dame, la virologue, qui était Madame Batman, hein, qui travaillait sur ce virus et qui, elle, se déplaçait entre ces grottes et Wuhan. Et il y a tout un travail qui a été fait entre différents labos, donc le P4 de Wuhan, le laboratoire de recherche qui est financé par Gates, etc. Voilà un petit peu l'histoire de origine. Juste pour continuer sur le sujet avant de repasser le micro, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que la Chine est tombé dans le panneau dans un premier temps en disant c'est un vrai virus, c'est attention, parce qu'ils ont pris des mesures drastiques au début. Bien sûr, mais donc ils pouvaient pas, s'ils étaient dans le coup, ils n'auraient pas pris ces mesures-là. Alors, tout à l'heure, Claude a fait référence aux Jeux militaires de Wuhan, les Jeux olympiques militaires, donc qui se sont déroulés en octobre 2019 à Wuhan. C'est la première fois que ça arrivait. Vous avez 150 ou 100, je ne sais plus combien de pays qui sont présents. Donc tous les militaires de toutes les armées du monde sont là pour faire des Jeux olympiques qui leur sont réservés. On est en octobre, le 19 octobre, je crois, si ma mémoire est bonne. Ces Jeux se déroulent là sur plusieurs semaines. Vous avez tous les pays du monde qui sont réunis. Parallèlement à l'ouverture de ces Jeux olympiques, vous avez à New York aussi une réunion où on fait une répétition de la pandémie mondiale. L'Event 201. Event 201, oui. Et en fait, c'est Event 201. On a viré le 9 pour 2019, hein, tout simplement. Et est présent à cette réunion donc des personnes de la fondation, des personnes de la CIA. Vous avez des personnes de Chine. Vous avez le grand patron, le Gao, qui est là, qui est le responsable, si vous voulez, en place pour les épidémies, qui a la responsabilité pour la Chine de comment on va traiter et quelles règles on va appliquer et qu'est-ce qu'on va faire en cas d'épidémie en Chine. Et cette personne, c'est intéressant parce que durant la crise Covid et après que ça ait démarré, etc., il y avait des directives, c'est-à-dire que les Chinois, quand il y a eu le démarrage de cette épidémie, les Chinois ont pris des mesures extrêmement fermes. Rappelez-vous, ils ont construit des hôpitaux en quelques semaines. Et puis, ils ont mis aussi des plans pour soigner les gens. C'est-à-dire que Raoult en parle dans son bouquin. Didier Raoult dit « Moi, j'ai rien inventé sur l'hydroxychloroquine. J'ai été regarder ce que les Chinois faisaient et j'ai récupéré leur formule. Je l'ai un peu modifié pour nous, mais en gros, j'ai repris ce que les Chinois faisaient pour traiter le Covid. » Et vous avez toute une série comme ça d'actions politiques et stratégiques pour le traitement de la maladie qui viennent se percuter. Gao qui va aller lors d'une conférence de presse, donc le patron du CDC chinois, qui va dire bon, on a fait des vaccins pour le Covid, mais ils sont pas très efficaces. Il faut quand même utiliser les Pfizer et les Moderna, qui seront des vaccins messagers.
l'ARN. Voilà, donc mais encore une fois, c'est un décalage entre le côté politique et le côté médical. Après, je pense aussi que les médias de masse de la Chine communiste étaient de mèche, étant donné qu'ils envoyaient quand même des images, des reportages où les gens tombaient, je ne sais pas si vous vous rappelez, tombaient dans la rue, partout, quoi. D'abord, les premières photos, moi, qui m'avaient un petit peu choqué, c'était de voir ce type, je ne sais pas si vous en souvenez, qui était allongé dans la rue, mort. Et en fait, c'est une photo qui a été faite par l'AFP. Hein. C'est pas du tout le pouvoir chinois qui l'a diffusée, c'est vraiment l'AFP. Donc, vous avez quand même les médias qui sont les grands vecteurs. Je pense que la maladie aurait été plus vite réglée, ce problème de Covid aurait été plus vite réglé si on n'avait pas eu les grands médias qui se sont mêlés. Hein. C'est quand même incroyable de voir des journalistes qui donnaient des leçons de médecine à des grands professeurs. J'étais quand même assez surpris comment on a traité ça. C'était absolument étonnant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans mon livre, moi je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien. Moi je prends des chiffres, je donne des faits et basta. Je ne vais pas dire oui, il faut prendre de l'hydroxychloroquine. Je peux parler en nom propre, mais je ne vais pas le dire. Je ne vais pas l'écrire, je veux dire. Prochaine question que j'avais notée. Donc, comment les masses arrivent à prendre au sérieux Killgate qui passe des virus informatiques aux virus humains? Donc, on a la réponse dans la question, en fin de compte. Comment expliquez-vous qu'aucun journaliste ne lui ait jamais dit qu'il reprenait les théories d'Hans Rosling et d'Arnaud Carlen concernant la stabilisation des naissances? Que veut faire ce sinistre personnage, donc Killgate, toujours, avec les données personnelles des naïfs qui ont fait des tests PCR, sachant que M. Kary Mullis avait bien stipulé que son invention, donc le test PCR, n'était pas destiné à détecter les coronas. Alors, Mullis, c'est un... il est mort lui aussi peu de temps. Il est mort, je crois, 6 mois avant le démarrage de l'épidémie. Alors, rapidement, c'est un monsieur qui était... c'était un génie qui faisait de la recherche, évidemment, et qui a découvert, effectivement, le principe d'augmentation du PCR, enfin de la polymérase, je sais plus comment, enfin c'est un nom un peu réaction, voilà, je cherchais le mot en anglais et en français. Et lui, donc, il a eu un prix Nobel pour ça. Donc, il a fait sa découverte, il a eu un prix Nobel, et grâce à lui, si vous voulez, les enquêteurs de police ont commencé à travailler avec sa méthode et on a trouvé des résultats qui étaient relativement intéressants. Après, il a peut-être eu le tort d'aller visiter le DARPA, donc qui est la partie un peu occulte de la CIA. C'est là où on va chercher de l'argent pour des projets scientifiques civils qu'on va adapter, pour la défense, pour l'armement, etc. Donc, en supprimant une voie importante, c'est-à-dire Mullis n'étant plus là, il était le seul qui aurait pu dire bon, les tests PCR, les enfants, c'est bien beau, mais ça fonctionne pas. Là, vous le traitez, on peut découvrir n'importe qui. Madame, vous allez faire un test PCR. Oh, vous avez la variole. Oui, parce qu'on va amplifier une molécule qui va être amplifiée jusqu'à temps qu'on va trouver une trace de la variole chez vous. Alors, vous n'êtes pas du tout malade. C'est un petit peu, si vous voulez, l'étalon or du PCR va disparaître. C'est ce qui va se passer. Alors, je vais peut-être juste ajouter une petite chose. Ce qu'il faut comprendre au niveau des médias, parce que c'est vrai que j'ai pas traité le sujet, et je pense que ça mérite de le traiter. Ce qu'il faut bien comprendre avec les médias de masse, les médias mainstream, qu'elles soient françaises, européennes, occidentales ou même asiatiques, c'est du bourrage de crâne jour et nuit. Ça veut dire que on a tendance, on le sait plus ou moins, mais il faut en avoir conscience qu'il n'y a rien de vrai. Quand vous ouvrez la télévision, qu'on regarde un journal télévisé, il n'y a rien de vrai, à part peut-être un cours sur la cuisine ou sur un plat, mais le reste, c'est du pipeau. Et c'est du pipeau parce que quand vous analysez vraiment ce qu'ils disent dans un journal télévisé, c'est truffé de propagande.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile, et c'est là un point important, il est extrêmement difficile d'avoir de véritables informations. C'est-à-dire que prenez le réflexe, je pense que c'est déjà fait, mais j'insiste un peu sur ce point, prenez le réflexe de tout remettre en cause et d'aller vraiment chercher vos informations ailleurs, c'est-à-dire dans les médias libres et indépendants, dans les écrivains courageux tels que Philippe, moi ou d'autres, et dans des maisons d'édition courageuses qui acceptent de nous éditer. Parce qu'en fait, pour le reste, les médias mainstream mentent comme ils respirent. En plus, vous avez une chape de plomb pour tout ce qui se passe à l'étranger. C'est-à-dire que tout ce qui vient, par exemple, du Proche-Orient, du Moyen-Orient, rien n'est vrai puisque tout s'arrête. Moi, je vais faire une petite aparté très vite et après, je repasse le micro à Philippe. Je suis allé 2 fois en Syrie assez récemment. Nous avons fait, mes amis et moi, une grande interview avec la plus grande télévision syrienne qui est l'équivalent de TF1. Bon. Et ça ne passe absolument pas en Europe. C'est-à-dire que tous les pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient et des pays du Maghreb l'ont vu. Maintenant, en Europe, vous n'en avez jamais entendu parler. Pour cause, tout ce qui arrive de toute façon des pays du Proche-Orient est soigneusement filtré, voire arrêté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est que de la propagande de guerre ou de la propagande de masse, ou les deux à la fois. Il faut avoir bien conscience de ça, et c'est un point très important. Donc, dans l'affaire Covid, pour en revenir à cette affaire ténébreuse, tout le matraquage qu'il y a eu sur ce sujet est du matraquage, avec très peu de vérité dans les médias mainstream. Voilà. Une petite question anecdotique. Est-ce que vous savez où en est les stades au niveau du vaccin Covid? Parce que c'était étonnant, tout le monde, une grande majorité des gens ont été vaccinés, mais j'entends plus parler de rien. Ou alors j'ai raté un feuilleton, mais... Est-ce que le stade 3, est-ce qu'on sait où ça en est? Vous parlez des effets secondaires? Oui, non, de l'étude. Le phase 3 clinique. D'ailleurs, on peut en parler aussi des effets secondaires. Hein. Avant d'attaquer les effets secondaires et la phase 3, il y a quand même... Juste, je voulais terminer sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu une chose qui a quand même été assez étonnante pour rebondir sur... Alors moi, je ne suis pas aussi tranché comme avis que Claude concernant les médias. Mais par contre, il y a quand même quelque chose qui m'a choqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu le Covid, il y a eu l'histoire sur ce bateau, le Diamond, Princess Diamond. Donc on avait des gens qui étaient sur ce fameux paquebot, 3700 personnes à bord. Le bateau est interdit d'accoster. On a une épidémie à bord qui est assez importante. Et en fait, ce qui va se passer à bord de ce bateau est extrêmement intéressant. On nous a seriné dans les médias qu'il y avait des morts dans tous les sens, que les gens tombaient comme des mouches, que c'était extrêmement dangereux, vous deviez être confiné, assis, debout, pas nager, aller nager. Le mec qui fait de la planche tout seul, il est dangereux, il faut le ramener. Enfin bon, bref, c'était... je ne suis pas rentré un petit peu dans ces faits, mais c'est quand même assez étonnant. Par contre, sur ce bateau, on a 3700 personnes à bord. On a un bateau qui va être complètement isolé, qui va être ramené jusqu'au Japon. Et ça va servir un petit peu d'étude aux scientifiques, les gens qui sont un petit peu réveillés, j'allais dire. On a une énorme épidémie donc à bord de Covid. Et à l'arrivée, quelques mois plus tard, on a les chiffres qui tombent. Et en fait, on a uniquement, sur ces 3700 personnes, 15 morts. Si on fait le ratio, si vous faites le ratio de la mortalité de ce virus, on a des chiffres qui sont quand même extrêmement éloignés de tout ce qui était donné à la télévision. Voilà. Et c'est là-dessus que je vais clôturer ma démonstration statistique. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que moi, je m'étais penché sur Santé publique France, l'organisme donc d'État, qui recensait, je dis bien qui recensait parce qu'ils ont arrêté de le faire, les décès dus au Covid. Ce qui est très intéressant, c'est que dans un rapport qui est disponible sur Internet, c'est pas du tout un rapport confidentiel, Santé publique France, au 1er avril 2021, faisait état donc du nombre de décès Covid de mars 2020 à avril 2021. On se souvient qu'en avril 2021, les médias français faisaient état de 120 000 décès imputés au Covid. Santé publique France, je me suis amusé, entre guillemets, c'est rébarbatif, à éplucher ce rapport.
Il m'a fallu beaucoup de café, j'y suis arrivé. Et en fait, en page, je ne me rappelle plus, page 40, je crois, c'est ça, tableau 10, je crois. Il est Santé publique France, c'est pas moi qui parle, fait état de 14 120 décès imputés au Covid seul de mars 2020 à avril 2021. Ça, c'est quand même très intéressant. Alors que les médias faisaient état de 110 000 décès. Alors plus loin dans ce même tableau, ils rajoutent 23 470 et que c'est pas, le chiffre n'est pas très précis parce que là je vous le cite de mémoire. On en est, mais attention, imputés au Covid, mais ce sont des gens qui malheureusement pour eux présentaient une ou plusieurs comorbidités. Donc, susceptible effectivement de décéder. À partir du moment où on se chope un virus, qui soit grippal ou autre, si on est déjà malade et qu'on a déjà des pathologies, il est bien évident qu'on est un peu fragile. Mais ils ont été imputés au Covid. Mais si on additionne les deux, on n'est toujours pas aux 110 000. Donc, c'est quand même étrange. Et plus loin, Santé publique France a dit oui, non, mais il y a 110 000 décès sur leur rapport. Ah bon ? Mais alors, toutes causes confondues. Oh, très intéressant. Alors à l'époque, j'ai publié pas mal de billets sur le sujet et du coup, ils ont dû prendre peur, ils se sont arrêtés parce que les billets, je les ai envoyés un peu partout. Et 2 mois plus tard, ils ont arrêté de publier les chiffres réels des décès imputés au Covid seul. Ce qui est intéressant, c'est que quelques mois plus tard, un député anglais, comment il s'appelle, Nigel Farage, s'était procuré les chiffres du pendant du frère jumeau de Santé publique France en Angleterre. À l'époque, les tabloïds anglais annonçaient 130 000 décès. Lui, c'est pareil. Il a pris le frère jumeau de Santé publique France, donc en Angleterre, il faisait état de 17 000 décès imputés au Covid seul. Ah, intéressant. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 7 mois en arrière, j'ai réussi à avoir les chiffres du pendant italien de Santé publique France. Je ne me rappelle plus son nom. Ah ben c'est pareil, mars 2020 à avril 2021, soi-disant les Italiens y regorgeaient de décès, 9000 décès imputés au Covid seul. Donc ça fait quand même 3 pays, 2 sources officielles, pas des sources officieuses, hein, ou qui annonçaient quand même un chiffre de mortalité bien en dessous de ce qui était annoncé dans les médias. Ce qui laisse à penser, et là c'est qu'une hypothèse de ma part, que si on prend ce chiffre à l'international maintenant, si on prend ce pourcentage de chiffres à l'international on nous dit, il y a un peu plus de, je crois, on approche des 6 millions de décès imputés au Covid. Mais si on s'en tient à Santé publique France, en Angleterre et en Italie, eh bien, on est bien en deçà de tout ça. On en est à peu près peut-être à 800 000 décès à travers le monde, ce qui est guère plus qu'une grippe saisonnière. Chaque année, la grippe saisonnière tue entre 150 et 600 000 personnes chaque année. Chiffre de l'OMS, c'est pas mes chiffres. Donc tout ça, c'est une vaste escroquerie internationale. C'est-à-dire qu'on a plongé la majorité des gens dans la peur, alors qu'en fait, ce virus était très peu létal. Bien sûr qu'il a fait mourir des gens, ça, je ne le nie pas, mais certainement pas 6 millions de personnes à travers le monde, comme ça nous a été enfoncé dans le crâne à coups d'articles et presque à coups de marteau. C'est quelque chose d'assez important à préciser. Je pose une question à tous les deux, parce qu'en fait, c'est la question que vous vous posez, que nous nous posons. Qu'est-ce qu'on fait pour... si on veut faire quelque chose, il faut identifier l'ennemi. Donc, je vais vite lire votre livre, là, vous qui les avez démasqués. Et puis, bon, c'est ce que fait aussi Philippe Aymar dans son livre, où on a l'impression quand même que le grand maître d'œuvre de tout ça, l'un des grands maîtres d'œuvre, mais le plus prépondérant, c'est Bill Gates. Et vous faites un tableau de la nébuleuse de Bill Gates avec toutes ses participations dans tout ce qui est pharmaceutique, médical, viral, etc. Dans le bouquin, là, il y a un tableau, hein, voilà. Et vous, donc, Claude Janvier, vous dites, finalement, Bill Gates, c'est un peu le valet de Vanguard. Alors, je sais pas, donc... Ultra friqué, valet ultra friqué. Voilà, oui, mais alors, c'est pas possible. C'est possible, bien sûr que si, c'est possible. Pourquoi ça serait pas possible ? Mais moi, je pense qu'il est acteur de premier plan. Non, mais qu'il soit acteur, j'entends bien. Ceci dit, il sert les dessins
gens qui sont au-dessus. Mais bien évidemment, alors, regardez, les gens qui sont au-dessus restent dans l'ombre volontairement. Vous n'en entendez jamais parler, à part les Rothschild et les Rockefeller qui défrayent la chronique, mais pas tant que ça. En réalité, ce sont eux les donneurs d'ordre. Après, Bill Gates, il s'y retrouve. Il est riche à milliards, il a des fondations, il fait œuvre de bon samaritain. Mais je vois pas pourquoi il cracherait dans la soupe. Il va pas quand même se couper de la poule aux œufs d'or, tout comme les patrons des GAFAM, etc. Vous savez, on nous a toujours bassinés avec Facebook, par exemple. Je vais prendre un exemple. Mark Zuckerberg. Ah ben mon Dieu, le petit Mark, il a tout créé dans son garage. Oh, fabuleux. Oui, les deux d'ailleurs. En réalité, Zuckerberg, il a été approché par la CIA, il a été largement financé par la CIA pour créer Facebook. Après, Bezos, effectivement, comme le dit Philippe, là, je suis d'accord. on nous dit, ah oui, c'est le petit libraire, voyez-vous, oh bah oui, il a commencé à expédier 3 bouquins et puis il a créé la monstruosité Amazon. Et puis quoi encore? Mais bien sûr qu'il l'a créé Amazon avec le fric de la CIA et des services secrets derrière. Mais il n'y a pas de hasard. D'abord, on ne part pas de rien pour acquérir une telle fortune. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Je veux bien qu'on parte de rien et qu'on arrive à bien vivre et à se créer un patrimoine. Mais de là, à partir de rien, à travailler dans son petit garage là et à atterrir après des milliards de dollars ou d'euros de fortune, j'y crois pas une seule seconde. Le patron de Google aussi, je me souviens plus son nom, c'est pareil. Ah oui, les petits gars, ils ont bossé dans les garages. Les garages? Oui, bien sûr, ils ont tous été financés. Bah tiens, bien évidemment. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourquoi ils iraient contrecarrer les plans de cette oligarchie? Pour quelle raison? Ils vivent bien. Pourquoi vous pensez qu'Emmanuel Macron et toute sa corde de ministres véreux, mais ils vont pas remettre le système en cause? Ils vivent très bien. Ils vivent tous dans l'opulence en réalité. C'est ça le problème. C'est que tous ces valets et ces serviteurs friqués vivent dans l'opulence. Donc, ils n'ont aucune éthique et aucune intégrité personnelle en réalité. En réalité, ils servent des maîtres fous. Ça, d'accord. Mais le problème, c'est que voilà. Alors après, que Bill Gates soit omniprésent, bien sûr, il est omniprésent. Mais il a aussi du fric de partout. George Soros, c'est pareil. Je vais vous le demander. George Soros, c'est pareil. C'est le financier omniprésent qui est dans tous les coups tordus pour déstabiliser les gouvernements. Toutes les Black Lives Matter, c'est financé par lui. Toutes les révoltes à Paris qu'il y a eu avec les Traoré, c'est toujours lui qui est derrière, etc., etc. Je veux dire. Mais ils obéissent toujours pareil. On est dans le même ordre d'idées, de plans derrière. Ça suit cette espèce d'oligarchie à la tête, qui eux ne veulent pas briller sous les feux de la rampe. Ils ne brillent pas sous les feux de la rampe. Voilà. C'est peut-être un peu difficile quelquefois à admettre, mais en réalité, c'est ça. C'est un bloc, hein. Après que Bill Gates fasse partie de ce bloc, on est tous là, je suis entièrement d'accord. Concernant ce bloc de contrôle, je voudrais évoquer, mais c'est pour illustrer le propos, Palantir. Palantir est une société américaine de traitement des données informatiques d'une puissance de calcul phénoménale. Palantir a été une appellation tirée du film Le Seigneur des Anneaux, avec la pierre qui voit tout et qui sait tout. Simplement, Palantir a été fondé par un véhicule d'investissement qui s'appelle In-Q-Tel, qui est un véhicule d'investissement de la CIA. Et Palantir était dirigé par un certain Peter Thiel. Peter Thiel était l'associé de Elon Musk dans PayPal. Donc vous imaginez, fondation de PayPal, revente de PayPal, Peter Thiel travaille pour la CIA, Elon Musk travaille de son côté. Néanmoins, Palantir, c'est un organisme de surveillance mondiale de tous les pays du monde et de tous les gouvernements. Et le gouvernement français lui-même fait appel à Palantir pour surveiller la population, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez oublié, mais pour rebondir un petit peu, rappelez-vous l'histoire des téléphones aussi, c'est quand même extraordinaire, quoi. Les chefs d'État européens qui sont espionnés avec leur téléphone, et sans compter aussi toutes les bases de données qui ont été pillées, les bases de données de la sécurité sociale, entre autres, qui ont été pillés et qui se sont retrouvés du côté outre-Atlantique. Vous avez, dans le même tempo, vous avez aussi les recherches de certains laboratoires qui ont été aussi pillés
qui se sont retrouvés, alors non pas du côté outre-Atlantique cette fois-ci, mais du côté nord-coréen, je crois. Enfin bon, bref, c'est quand même un grand feuilleton qui se joue en ce moment. C'est vrai qu'on parle plus trop du Covid pour le moment. On a notre esprit qui est détourné vers le Moyen-Orient et qui a pas très longtemps été détourné vers l'Ukraine. L'Ukraine qui, j'en parle dans le deuxième bouquin, qui a quand même été le théâtre, un théâtre extrêmement important du conflit entre l'argent, les vaccins, la recherche. Comme disait Claude annonçait, je crois que c'était, tu as dit 33 laboratoires P4. Alors c'est pas des laboratoires P4, hein, ce sont des labos de recherche en biologie et surtout en recherche sur les virus et avec l'armée. Et là, on voit l'implication de tous les acteurs Covid qu'on avait aux États-Unis. Ils sont là, c'est-à-dire qu'on a Peter Daszak, qui est ukrainien d'origine, dont le père était nazi d'ailleurs, ça dit en passant, qui est la personne qui va faire transiter l'argent du gouvernement américain, donc du ministère de la Défense, de la CIA, de toutes les institutions du DARPA. Ça va transiter par son association qui est à New York, sa fondation, pour aller financer justement les laboratoires chinois. Et puis, il intervient aussi sur les rapports de l'OMS, puisqu'il est nommé comme principal, rappelez-vous, chef de la délégation pour aller enquêter sur le Covid, alors que c'est lui qui filait le pognon. Enfin bon, voilà, dans le deuxième livre, on voit un petit peu, on comprend un petit peu mieux, si vous voulez, ces bouquins, encore une fois, ils sont là pour apporter des éléments de réflexion sur des thèmes particuliers comme l'Ukraine, comme la Chine, comme les statistiques, comme plein de choses. Pourquoi on s'est engagé, pourquoi on a détruit, on a essayé de détruire ces médicaments. Et puis aussi, on a donné la parole à des professeurs, par exemple le professeur Lina qui disait à la Chambre des députés, oui, le virus ne mute pas. Ah bon, sans déconner. et ce gars-là, si vous voulez, il a quand même, ils sont financés par des labos. Enfin, beaucoup d'entre eux sont financés par des labos, par Pfizer qui donne de l'argent à droite, à gauche, et ils ne sont pas tout seuls. Donc c'est assez impressionnant. Oui, bonjour. Vous avez rappelé tout à l'heure les chiffres de la létalité vraiment du virus, en rappelant des chiffres français, britanniques et puis italiens. Et comme quoi, en fait, la source officielle, en plus, c'est comme quoi c'était quand même très en deçà par rapport à ce que nous disaient les médias mainstream. Moi, j'ai pu lire sur certains sites, certains forums, des articles ou des commentaires disant en fait que les gens qui ont mis un peu toute cette affaire au point cherchaient en fait à mettre au point un virus beaucoup plus dangereux, beaucoup plus létal que ça, et qu'ils auraient été déçus, voyant que ça répondait pas tout à fait à leurs attentes. Alors moi, je sais pas, j'ai peut-être un point de vue un peu naïf sur la question. Je me dis que si ça avait été le cas, ils auraient sûrement eu du mal à s'en protéger, à s'en prémunir eux-mêmes, ainsi que leur famille. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, quoi ? Est-ce qu'ils avaient vraiment l'intention de mettre au point et de répandre un virus beaucoup plus dangereux que ça, quoi ? Non, moi j'ai pas d'avis. Le problème, c'est que il faut essayer de regarder tout ça un petit peu en dehors des médias. Déjà regarder et avoir sa propre vision. Mais pourquoi on va mettre au point un virus pourquoi on va rendre un virus? D'abord, la première question, c'est pourquoi on va essayer de rendre un virus qui n'est pas à la base destiné à l'homme, puisqu'on rappellera quand même que le coronavirus, ce sont des transmissions qui doivent se faire uniquement entre les animaux. Et puis d'un seul coup, on va modifier la CE2, c'est on va rendre le virus capable de s'attacher sur les cellules humaines et de faire pénétrer le corps humain. Pourquoi on fait ça? Alors on va vous dire, écoutez, oui, on fait ça parce qu'on va rechercher des médicaments, des vaccins au cas où ça se produit. Et en fait, c'est ce qu'ils font depuis 2014. En 2014, vous avez il y a une étude qui a été faite par des Indiens, 2 jeunes Indiens d'ailleurs, qui ont réussi, si vous voulez, à faire muter ce virus. On parle du SRAS, donc à le faire muter et à le rendre plus dangereux ou moins dangereux. C'est un petit peu comme si gain de fonction. Un potentiomètre et on va dire, il va être plus dangereux, moins dangereux. Et on va faire ça. Et pourquoi on fait ça? A priori, alors soit pour s'en servir pour des données militaires, c'est on
rendre un virus extrêmement dangereux, on a l'antidote et on va le balancer chez les copains d'en face, ou alors pour la population, on va le rendre un peu moins dangereux, mais on va vacciner tout le monde, ça va ramener 47 milliards, je crois, de bénéfices pour Pfizer sur la première année. Donc c'est une pompe à fric. Enfin, je veux dire, voilà, il faut pas chercher midi à 14h. 47 milliards, c'est l'équivalent de 5 porte-avions Charles de Gaulle. Non, c'est énorme, quoi. Et en plus, si on s'en réfère maintenant au poison, parce qu'on n'a pas trop parlé de ça, mais je vais être rapide sur le sujet. Donc, tous ces liquides expérimentaux, ce sont des poisons. C'est mis en exergue notamment aussi de plus en plus, et aussi par le professeur Sabatier. Je pense que je ne vous présente pas un éminent professeur. Le grand problème de ces liquides expérimentaux, c'est que ça modifie le système immunitaire du corps humain à vie. Alors, je ne veux pas faire peur à ceux qui sont vaccinés, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais c'est ce que fait ces liquides. Ces liquides modifient le système immunitaire à vie d'une personne. Alors, parce qu'il y a des gens qui me disent « mais moi, j'ai rien eu, j'ai pas d'effet secondaire ». Tant mieux pour eux, tant mieux pour vous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces effets peuvent être rapides, courts, moyens ou long terme. Mais le système immunitaire a été modifié à vie. Alors après, vous pouvez prendre des choses, je ne vais pas vous donner des ordonnances, mais je ne suis pas tout bib, qui peuvent aider votre système immunitaire. Je parle aux gens qui auraient, s'il y a des vaccinés parmi vous, qui peuvent aider votre système immunitaire à être toujours à la pointe. Mais il faut savoir ce que ces liquides font et ont fait et feront. Parce que malheureusement, ces satanés vaccins ARN messagers, ils ont envie que tous les vaccins aujourd'hui, c'est-à-dire que ce soit contre la variole, la rougeole, la grippe, deviennent des vaccins ARN messagers. Donc on n'est pas au bout de nos peines. Malheureusement, il faut surveiller ça de très près. Après, pour les chiffres de la létalité des effets secondaires, c'est très difficile d'avoir des chiffres corrects. C'est un casse-tête. J'ai vu passer un rapport qui m'a l'air d'être assez sérieux. Il ferait état pour l'instant entre l'Europe et les États-Unis de 17 millions de décès dus aux effets secondaires. Chiffre recensé, ce qui ne veut pas dire que tous les décès ont été recensés. Je parle ici des décès des effets secondaires. Voilà. Avez-vous entendu parler de ce juge qui, en Afrique du Sud, a ordonné à l'État et de divulguer les conditions du contrat de Pfizer? Vous en avez entendu parler de ça? Les contrats, moi j'ai eu plusieurs exemplaires des contrats Pfizer. Je les ai eus via l'Albanie déjà, première chose, donc c'était le plus facile, où il y a tous les détails dedans. Après, le problème, c'est que j'ai récupéré plusieurs contrats de plusieurs pays. J'en ai pas parlé, j'en parle pas, parce que tant que j'ai pas vérifié de manière formelle la source et être sûr que les contrats soient des vrais contrats et pas des contrats qu'on a bidonnés pour Internet, je les ai gardés un peu sous le coude. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, et ça on peut pas le nier, ce sont les commentaires des politiques qui ont acheté ces vaccins. Et on voit que certains d'entre eux commencent à faire marche arrière. On l'a vu avec une ministre canadienne il y a quelques jours qui a fait une déclaration absolument incroyable en disant finalement les gens qui n'ont pas été vaccinés se portent beaucoup mieux que les gens qui l'ont été, quoi. Donc, et ça, si vous voulez, c'est la partie de l'iceberg qui commence à sortir. Pardon ? Oui, elle demande pardon, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi la première ministre néo-zélandaise qui avait été une dame extrêmement féroce envers les anti-vax et qui aujourd'hui fait une marche arrière. Un petit point positif pour nos auditeurs, il faut savoir aussi que les huiles essentielles antivirales ont très bien marché. Je connais des tas de gens et moi-même, et on est passé à travers sans problème. Sans vaccin, sans médicaments. Alors, encore une fois, moi j'ai parlé... Là, c'est un aparté. Je donne pas d'avis médical sur. Je suis pas là pour ça, pour donner un avis médical ou est-ce que c'est bien, pas bien, etc. Moi, je suis là pour constater, rapporter des faits, d'accord. Ce que je peux vous rapporter comme fait réel, c'est que ce virus, aussi peu dangereux soit-il ou était-il, il était quand même là, présent. Il a quand même tué des gens et moi, ce qui m'a un petit peu désolé, c'est que
on a empêché les gens de se soigner. Voilà, c'est un petit peu. Et on a empêché les médecins également de soigner. On a empêché les médecins, les personnes de soigner, d'avoir accès à des médicaments qui, je le rappelle, étaient sur la liste essentielle des médicaments pour la population mondiale qui était donnée par l'OMS. On a interdit en France d'utiliser ces médicaments, pardon. Et ça, c'est quand même incroyable. Qui marche ou qui marche pas. Quand vous avez une maladie en face de vous, on doit tout essayer. On essaie bien des vaccins qui n'ont pas été jusqu'au bout de leur test. Pourquoi on n'essaye pas aussi des médicaments et on va commencer à sortir des protocoles. Et non, on va pas donner ce médicament parce qu'il n'a pas suivi ce protocole, etc. Il faut arrêter un peu les conneries, quoi. Je veux dire. C'est des criminels, hein. On est dirigé par des criminels. Hein. Est-ce que il faut employer les mots. Hein. Là-dessus, je suis devenu assez intransigeant. Je ne suis pas anti-vax. J'ai fait beaucoup de travail à l'étranger. J'étais énormément en Afrique. J'étais en Irak, à droite, à gauche, enfin peu importe. J'ai toujours eu des vaccins, fièvre jaune, etc. Obligatoire. Mes enfants sont vaccinés. Sur la question des vaccins anti-Covid, je leur ai dit non, le faites pas. Ils sont majeurs, ils l'ont pas fait. Ma fille est tombée malade gravement. J'ai appelé le médecin qui m'avait donné le protocole à suivre. Il lui a donné exactement les mêmes médicaments. Elle les a achetés. Elle habite en Espagne, donc là il y avait accès aux médicaments. Elle les a achetés le vendredi soir. Dimanche soir, elle m'appelait pour me dire est-ce que je continue le traitement ou j'arrête parce que j'ai plus rien. C'est bon. J'ai entendu que vous avez prononcé le mot satané tout à l'heure. J'ai encore vu des photos où on voit Macron avec d'autres personnages importants faire des signes sataniques. Et on voit ça à longueur de journée presque maintenant. Et ça me fait penser qu'ils se cachent pas du tout. Ils en sont presque fiers. Ils le montrent ostensiblement, quoi. Aussi bien quand on voit Klaus Schwab avec la grande réinitialisation, il met tout sur la table. Ils cachent pas leur dessein, leur but. Ils se croient en dessus du monde, quoi. Ils se croient vraiment protégés, que personne ne va réagir. Et personne ne réagit. Et je veux dire, oui... nous, mais... Bien sûr, personne ne réagit. Enfin, je veux dire, à la limite, le jour où Macron a été... Enfin, où il a été élu, j'ai dit ça va être intéressant parce qu'on a quand même confié les clés du pays à un banquier. Donc à partir de là, et qui a travaillé chez Rothschild. Et il faut pas s'étonner des Voilà. Faut pas s'étonner des résultats. Et qui marche au milieu des pyramides. Mais est-ce qu'on peut rajouter aussi à votre question, c'est quand on voit aussi le passé trouble quand même d'Emmanuel Macron et surtout de sa compagne Brigitte. Ou de son compagnon, on ne sait plus. Bref, non mais quand on s'imagine, Emmanuel Macron, quand il avait 13-14 ans, c'est pas que je vais pas parler à sa décharge, mais quand même c'est bon de le rappeler. Quand il a eu 13 ou 14 ans, il s'est fait mettre le grappin dessus par une dame ou par un monsieur, on ne sait plus, qui était quand même 20 ou 25 ans plus âgé que lui. Donc, si c'est une dame, déjà, c'est un détournement de mineur. Si c'est un monsieur, c'est toujours un détournement de mineur. Mais là, c'est encore plus grave. Parce que si c'est un monsieur, j'ose même pas vous imaginer ce qu'Emmanuel Macron a dû subir. Donc, quand on prend un peu de hauteur et quand on regarde ça, quand on analyse un petit peu au-dessus, on se rend bien compte que mentalement, c'est compliqué. Ça peut être très compliqué pour lui. C'est toujours pareil, je suis pas en train de parler à sa décharge, mais il faut analyser les faits. En plus, Emmanuel Macron, comme d'autres d'ailleurs, la cocaïne, il connaît quand même. En plus, nous avons affaire malheureusement à une majorité de gouvernants qui sont bien souvent drogués, tout comme la jet set d'ailleurs. Et aujourd'hui, malheureusement, tout comme une majorité de la population, parce qu'entre les drogues légales et illégales aujourd'hui, les drogues légales, c'est tout ce qui est psychotropes, antidépresseurs, neuroleptiques, etc. Les drogues illégales, je vous fais pas un dessin, vous les connaissez. Donc c'est un peu compliqué, je veux dire. Donc effectivement, nous avons un président, voilà, tel qu'il est aujourd'hui, et je voudrais pas être dans ses bottes, vraiment pas au niveau mental, j'entends. On a abordé, vous avez abordé la question de l'ivermectine, qui a été aussi supprimée pour la Guadeloupe, je crois. Les pays, les îles dans lesquelles ils sont attaqués par la dengue et dont ils meurent d'ailleurs. À la page 159 donc, du dernier ouvrage, Les dossiers dangereux, vous dites
L'alliance de Kiev a signé avec Berlin, entre parenthèses, ce qui n'est pas sans raviver de très très mauvais souvenirs. L'Holodomor, 7 millions d'Ukrainiens morts de famine organisée, et pourtant le fait des bolcheviks entre 1932 et 1933. Ne le saviez-vous pas ? Et ensuite, pour en revenir à plus contemporain, d'après vous, une guerre bactériologique est-elle appelée à remplacer une guerre conventionnelle ? À mon avis, la guerre bactériologique a eu lieu déjà. Je pense qu'on a eu, les premiers effets et on s'est aperçu, c'était pour les laboratoires en tout cas, c'était très intéressant, puisque la planète entière, on parle de plus de 7 milliards de personnes, ont testé le virus, les vaccins, etc. Donc à moindre frais, puisque ça leur a rien coûté. Et on sait que pour les labos, la phase 3, c'est la plus importante. Ceci dit, j'aimerais revenir très très rapidement sur Pfizer. Et j'en parle dans le bouquin. Dans la décision d'autoriser un vaccin de mise sur le marché temporaire, puisqu'il n'a pas fini ses phases d'essai, ça doit passer par la FDA, c'est-à-dire le Federal, je sais plus comment ça se, Food and Drug Administration. Merci, ouais, j'ai eu un blanc là encore. Donc la FDA, il y a un type qui est à sa tête et qui en janvier 2019 va démissionner. Il va être d'abord présent au forum et puis il va démissionner peu de temps après. Il va dire moi, j'ai besoin de plus de temps pour ma famille, etc. C'est le grand patron de la FDA. Et lui, il va quitter donc son poste et 6 mois plus tard, il va rejoindre le bureau de Pfizer. Donc il va faire partie du directeur board de Pfizer. Et quoi de plus facile d'obtenir une autorisation quand vous avez son ancien patron qui va vous donner les pistes, par exemple. Et puis là, il y a quelques jours, on a appris que ce monsieur avait des appointances et a toujours des appointances avec la CIA. Donc il est en contact permanent avec la CIA pour échange d'informations. Voilà. Donc vous me parlez de guerre bactériologique. Je crois qu'on est en plein dedans. Donc ça a été le virus, et on a parlé de Pierre Jovanovic, parlait souvent de, ou encore j'ai encore un trou de mémoire, merci, il a beaucoup dormi. On parlait de James Bond, d'un bouquin, d'un roman, comme un roman policier ou d'espionnage, et c'est vrai que les espions, à mon avis, ils ont été présents dans cette affaire Covid. J'espère qu'on en est sorti, mais à mon avis, on aura bientôt des nouveaux épisodes sur peut-être des nouveaux virus. Alors moi, c'était une petite question sur... on parlait de l'ivermectine ainsi que de la chloroquine qui ont été interdites. Et moi, ça m'a tout de suite fait penser à l'interdiction du DDT pour combattre le paludisme. Et cet insecticide avait quand même réussi, il me semble, en Europe à l'éradiquer. Voilà, donc pour des questions, des raisons écologiques, soit dit en passant, voilà, un petit groupement associatif écologiste a réussi à faire interdire cet insecticide qui a sauvé au final des millions de vies. Effectivement, je trouve ça étrange que les gouvernants et que les grandes puissances aient accepté en fait cette interdiction-là. Et on se pose la question, voilà, est-ce que l'efficacité derrière, c'est ça qui véritablement pose problème à nos gouvernants qui ont une lubie, c'est la surpopulation. Voilà. Et donc je voulais savoir quel était votre avis là-dessus, si vous avez fait aussi ce rapprochement. La problématique qu'on a avec les labos pharmaceutiques sur les grandes décisions d'interdire ou pas un médicament, les grandes décisions d'obliger les gens à se vacciner ou pas, etc. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est que ce sont des personnes qui sont là pour un laps de temps très court. Ils sont élus pour 4 ans, 5 ans, 7 ans grand maximum. Et ils vont se mettre aux ordres, parce qu'ils sont littéralement aux ordres de labos pharmaceutiques, de l'OMS, qui est aujourd'hui quand même acheté par la Fondation Gates. Il ne faut pas oublier que la Fondation Gates, c'est le premier donateur de l'OMS devant les États-Unis, devant l'Europe et bien loin devant la France. Et quand vous avez des chercheurs de l'OMS qui disent « Mais alors attendez, là, ils nous obligent à faire un truc contre la polio, mais on a d'autres priorités »,
et on va lui dire, bah, monsieur, vous n'êtes pas content, vous sortez. Et le dossier est enterré. Donc c'est quand même hallucinant. Et on va vous dire, bah oui, la polio a été éradiquée. Et bizarrement, on a des nouveaux virus qui apparaissent, qui sont des virus qui viennent du vaccin. Donc c'est des dérivés de vaccins qui vont maintenant se répandre dans les populations. Alors, encore une fois, moi, donner les clés, si vous voulez, d'une décision de santé publique mondiale à un homme qui n'est même pas docteur, je me gratte un peu le peu de cheveux qui me reste, quoi. Est-ce que vous avez l'impression, et l'un et l'autre, peut-être que vous pourriez prendre chacun 2 minutes, qu'on a servi de laboratoire, de rat de laboratoire pendant ces 2-3 dernières années? Bon, mon avis, finalement, il n'est pas très important, puisque mon travail, c'est de chercher de l'information et de la mettre à disposition des gens comme vous et bien d'autres, afin qu'ils puissent eux-mêmes se faire une opinion par rapport à une situation, à ouvrir un petit peu les yeux aussi sur des décisions qui ont été faites en leur nom mais qui ne sont pas forcément les bonnes décisions. Voilà, si notre travail arrive à faire avancer les choses un petit peu, bah, c'est très bien. Je pense qu'on a servi on a servi de rat de laboratoire dans le sens où je pense qu'ils ont testé aussi pour savoir si une majorité de gens allaient obéir très vite à des directives extrémistes et absurdes. Et c'est réellement ce qui s'est passé. Je pense que effectivement, alors autant ça n'avait pas bien marché souvenez-vous, avec le H1N1. Le H1N1, ça avait été un bide, à part pour la Bachelot qui, elle, s'en est mis plein les poches et qui nous... voilà. Et Delfrécy, bravo madame, vous avez tout à fait raison, il était déjà là. D'ailleurs, on ne change pas une équipe qui perd, puisqu'ils l'ont remis effectivement à la tête du conseil scientifique Covid-19. Mais je pense qu'ils ont été satisfaits de voir qu'une majorité de la population des pays industrialisés qui ont obéi en majorité à des ordres tout à fait stupides. Donc c'est vrai que c'est un test. Ils ont gagné. Ils ont gagné le test. Enfin, ce test réussi, puisqu'effectivement... Et maintenant, ils savent, je dis bien, toujours pareil, ceux qui sont en haut, ils savent très bien qu'ils peuvent refaire ça demain et que ça va marcher tout aussi bien. C'est ça le drame. Alors, excepté quand même qu'on est de plus en plus à se réveiller et qu'il y a de plus en plus des gens qui se réveillent. Ça, ils l'avaient moins prévu. Mais c'est vrai qu'on a servi de... Voilà. Aussi sur les produits qui ont été inoculés, etc., comme on l'a démontré, et comme c'est largement démontré d'ailleurs, et aussi par cette espèce de bourrage de crâne et de lavage de cerveau. Et voilà. Donc c'est vrai qu'on a servi d'expérimentation. Merci infiniment à nos 2 conférenciers. Je pense qu'on peut les applaudir. Très belle